L'Amérique a décidé que Ronald et Nancy Reagan avaient lancé la plus grande histoire d'amour de l'histoire présidentielle. La photographie le prouvait. Ses yeux fixés sur lui, rayonnants, le célèbre regard. Nancy elle-même a dit que sa vie n'avait vraiment commencé que lorsqu'elle a épousé Ronnie. Voici ce que la photographie ne montre pas. Leur mariage n'avait pas d'invités, 2 témoins, une petite chapelle, une mariée déjà enceinte et un marié qui, selon leur fille, a d'abord téléphoné à son ex-femme. Cette épouse adoratrice dirigerait secrètement l'agenda du président, détruirait son chef de cabinet et survivrait à tous ceux qui pourraient de la contredire. Tout a commencé avec une liste noire. À l'automne 1949, une actrice sous contrat avec MGM, nommée Nancy Davis, a trouvé son nom sur une liste publiée de sympathisants communistes présumés. Ce n'était pas elle. Il y avait une autre Nancy Davis travaillant à Hollywood, et dans les années McCarthy, une confusion comme celle-là pouvait mettre fin à une carrière avant même qu'elle ne commence. Alors Nancy est allée chercher l'homme qui pouvait arranger ça, le président de la Screen Actors Guild, Ronald Reagan. Elle a demandé au réalisateur Mervyn LeRoy d'organiser une introduction, et Reagan est venu dîner avec des béquilles, se remettant d'une jambe fracturée. Les récits de cette première rencontre ne sont pas entièrement d'accord. Même sa biographe la plus minutieuse, Karen Tumulty, a trouvé des versions concurrentes et a refusé d'en choisir une. Mais sur le point essentiel, le dossier est cohérent. Nancy avait vu Reagan à l'écran, décidé qu'elle aimait ce qu'elle voyait et organisé la rencontre. Le problème de la liste noire aurait pu être résolu par un coup de téléphone. Elle voulait le dîner. Cet instinct, identifier l'homme qui représente la sécurité, puis réduire la distance, ne venait pas de nulle part. Nancy Reagan était née Anne Frances Robbins à New York en 1921, fille d'une actrice de théâtre en tournée et d'un vendeur de voitures qui a disparu de sa vie presque immédiatement. Quand sa mère, Edith Lockett, est retournée sur la route, elle a laissé sa petite fille avec une tante dans le Maryland et lui rendait visite entre les engagements. Nancy a passé environ 6 ans en tant qu'enfant laissé derrière, regardant la carrière de sa mère passer en premier. Puis Edith a épousé Loyal Davis, un neurochirurgien de renom à Chicago, et tout a changé. Nancy a obtenu richesse, statut, stabilité, et elle voulait que cela devienne permanent. Adolescente, elle a demandé à être formellement adoptée, a pris le nom de Davis, et a effectivement effacé Kenneth Robbins de sa biographie. C'était son premier acte de gestion d'image. Ce ne serait pas le dernier. Des années plus tard, lorsque le département de publicité de MGM a demandé à la jeune actrice de lister sa plus grande ambition, elle a écrit « Avoir un mariage réussi ». Elle ne poursuivait pas la célébrité. Elle poursuivait la chose qui lui avait été enlevée et elle était prête à écrire elle-même le récit pour l'obtenir. Reagan, quand elle l'a trouvé, n'était pas la figure confiante dont l'Amérique se souviendrait plus tard. Il venait de divorcer de Jane Wyman, et crucialement, c'est elle qui l'avait divorcé, partant alors que sa carrière s'envolait et que la sienne stagnait. Plusieurs biographes le décrivent à cette époque comme blessé, à la dérive, et sans hâte de se remarier. La cour a traîné en longueur pendant plus de 2 ans, et elle n'était pas exclusive. Tumulty documente que Reagan a continué à voir d'autres femmes bien après le début de sa relation avec Nancy. Les potins des chroniqueurs de l'époque le confirment. La biographie de Kitty Kelley de 1991 est allée beaucoup plus loin, alléguant des affaires en cours spécifiques, mais les sources de Kelley ont été largement contestées, et ces affirmations devraient rester dans la catégorie des non prouvés. Ce qui n'était pas contesté, c'est l'arithmétique. Leur fille, Patty, était née le 21 octobre 1952, 7 mois et demi après le mariage. Nancy était enceinte lorsque Ronald Reagan s'est finalement engagé. Dans un mémoire publié en 2024, Patty est allée plus loin, écrivant que Nancy a annoncé la grossesse à Reagan lors d'un dîner chez Chazens, et qu'il a quitté la table pour téléphoner à Jane Wyman, parce qu'il avait promis à son ex-femme qu'il ne se remarierait pas avant elle.
Ce détail vient d'une fille écrivant 70 ans après les faits, et il mérite cette mise en garde. Mais la demande en mariage elle-même, selon tous les récits, n'était pas une scène de film. C'était 4 mots dans une banquette de restaurant. Marions-nous. Maintenant, regardez le mariage, car c'est là que commence la création du mythe. Le 4 mars 1952. La petite église brune dans la vallée de San Fernando. Pas de presse, pas de célébration familiale, pas d'invités du tout sauf 2 témoins, l'acteur William Holden et sa femme, Ardis. Nancy portait un tailleur en laine grise. C'était l'un des hommes les plus célèbres d'Hollywood, le président en exercice de la Screen Actors Guild, se mariant dans un secret presque total, et la raison n'est pas mystérieuse. Une mariée visiblement enceinte en 1952 était un scandale. Une cérémonie discrète suivie d'une lune de miel qui passait par Phoenix, où se trouvaient là les parents de Nancy, gardait tout contenu. Le couple qui se tiendrait plus tard devant le monde, comme l'incarnation du mariage traditionnel américain, a commencé ce mariage en le cachant. Et voici la partie qui vaut la peine d'être méditée. Cela a fonctionné. Pendant des décennies, presque personne n'a fait le calcul de l'anniversaire de Patty à voix haute. L'image était déjà plus forte que le calendrier. Ce que Nancy a intégré n'était pas seulement un mariage. C'était un projet de reconstruction. La carrière cinématographique de Reagan s'effondrait en temps réel, et en 1954, il a touché le fond, réduit à animer un spectacle de variété dans un hôtel de Las Vegas, un travail qu'il a trouvé humiliant et qu'il n'a jamais répété. L'argent était parti, les offres étaient parties, et les deux étaient liés par quelque chose que le public ne verrait jamais, un échec partagé. Puis est venu General Electric, un contrat de 8 ans pour animer la télévision et parcourir le pays, en donnant des discours aux ouvriers d'usine. Et Reagan s'est lentement transformé d'acteur en déclin, en communicateur politique expérimenté. À travers tout cela, il écrivait à Nancy des lettres véritablement passionnées et dévouées, des centaines d'entre elles au fil des décennies. Ces lettres comptent, et nous reviendrons sur qui a fini par les contrôler. Parce que l'amour était réel. C'est ce qui rend l'histoire inconfortable. Ce n'était pas un arrangement froid portant un costume romantique. C'était un attachement authentique qui a été converti pièce par pièce en un produit politique. Nancy a dirigé la conversion. Quand un cercle d'hommes d'affaires californiens, riches, Holmes Tuttle, et le groupe qui est devenu connu sous le nom de Kitchen Cabinet, ont décidé au milieu des années 60 que Reagan devait être gouverneur, Nancy est devenue le filtre par lequel tout passait. Elle a vérifié les amis, surveillé les conseillers, suivi qui était loyal et qui fuyait. Les journalistes couvrant la campagne de 1966 ont remarqué autre chose. Chaque fois que Reagan parlait, Nancy était assise à la vue des caméras, les yeux fixés sur son mari, avec une expression d'absorption totale. La presse l'a nommé « le regard » et c'est devenu sa signature, moqué par les critiques, adoré par les partisans, photographié des milliers de fois. Gardez le regard à l'esprit. À la fin de cette histoire, cela ressemblera à autre chose qu'à de l'adoration. Car pendant que les caméras étaient zabistes et braquées sur le couple parfait, 4 enfants vivaient à l'intérieur de cette image et leurs récits sont brutaux. Reagan avait 2 enfants de son mariage avec Jane Wyman, Maureen et Michael qu'ils avaient adoptés. Michael a décrit plus tard dans ses mémoires de 1988 le jour où son père a prononcé le discours de remise des diplômes à sa cérémonie de fin d'études secondaires. Après, Reagan a serré la main d'une file de diplômés. Quand il est arrivé à son propre fils, debout en toge et mortier, il a souri et dit « Je m'appelle Ronald Reagan, quel est le vôtre ?» Il ne l'a pas reconnu. Michael a intitulé son livre de l'extérieur en regardant à l'intérieur, et le titre n'était pas une métaphore. Patty, la fille dont la conception a forcé le mariage, l'a exprimé ainsi dans ses propres écrits. Elle ne se souvenait pas être jamais entrée dans la maison familiale avec un sentiment de sécurité ou l'impression d'y appartenir. Son jeune frère Ron
gardait plus de distance par rapport aux disputes publiques, mais n'a jamais prétendu que le foyer avait été chaleureux. 4 enfants. 4 versions du même rapport. Il n'y avait pas de place dans ce mariage pour quelqu'un d'autre. C'est le paradoxe que les fans n'ont jamais voulu affronter. Ce que l'Amérique célébrait, un couple si dévoué qu'il semblait n'avoir besoin de personne d'autre, était, de l'intérieur de la famille, le mécanisme d'exclusion. Les historiens du Miller Center l'ont dit clairement. Reagan aimait ses enfants, mais restait un mystère pour eux, émotionnellement distant d'une manière que ses propres enfants ne pouvaient jamais percer. Les mémoires de Patty allaient ponctum plus loin, décrivant une mère sujette à des colères explosives et dépendante des médicaments sur ordonnance, des allégations que Nancy a niées, et qui reposent en grande partie sur la parole de Patty, tirée de livres écrits lorsque les deux étaient brouillés. Traitez-les en conséquence. Mais enlevez chaque affirmation contestée et le schéma documenté reste. Des brouilles avec les 4 enfants à divers moments. Une fille qui a écrit un roman à peine déguisé sur un couple de politiciens qui traitaient de leurs enfants comme des fardeaux. Un fils qui apprenait les décisions familiales par les journaux. Et pourtant, cela compte. Reagan a continué d'essayer. Dans une interview de 1996 tenue jusqu'après sa mort, Patty a admis que pendant ses pires années de brouille, son père jouait constamment les médiateurs, lui écrivant des notes, l'appelant, offrant une réconciliation qu'elle continuait de rejeter. Ce n'était pas un monstre, c'était un homme avec une porte en lui qui ne s'est jamais complètement ouverte, marié à une femme qui avait décidé qu'elle seule vivrait derrière. Nancy l'a dit elle-même dans ses propres mémoires, et c'est peut-être la phrase la plus révélatrice qu'elle ait jamais publiée. Il y a un mur autour de lui. Il me laisse m'approcher plus que quiconque, mais il y a des moments où même moi, je ressens cette barrière. Les biographes retracent ce mur à l'enfance de Reagan avec un père alcoolique, le garçon qui a appris tôt à se réfugier dans une performance joyeuse. Voici donc l'architecture réelle de la grande histoire d'amour américaine. Un homme qui ne pouvait pas être pleinement atteint et une femme dont la plus grande terreur d'enfance était d'être abandonnée. Elle ne pouvait jamais complètement l'avoir. Il ne pouvait jamais vraiment la quitter. Il dépendait d'elle totalement, et tout le monde autour d'eux le savait. Le divorce n'a jamais été sérieusement envisagé, non pas parce que le mariage était parfait, mais parce que chacun d'eux détenait exactement ce dont l'autre ne pouvait pas se passer. Elle a obtenu la permanence. Il a obtenu la protection. Les enfants ont eu les restes, et le public a eu une photographie. Pendant près de 30 ans, cet accord a tenu discrètement. Puis, le 30 mars 1981, 69 jours après le début de sa présidence, un jeune homme nommé John Hinckley a tiré 6 coups de feu devant le Washington Hilton, et une balle s'est logée à 1 pouce du cœur de Ronald Reagan. Le pays a eu la version légendaire presque immédiatement. Le président a plaisanté avec les chirurgiens, disant à Nancy « Chérie, j'ai oublié de me baisser ». Son courage ce jour-là était authentique, et cela a scellé l'affection du public de manière permanente. Mais l'expérience de Nancy cet après-midi-là était différente, et elle en a parlé plus tard avec une franchise inhabituelle. La chose autour de laquelle elle avait organisé toute son existence avait failli lui être enlevée en 1 seconde, un jour ordinaire, lors d'un événement qui ne semblait même pas valoir la peine de s'inquiéter. La crise partagée a rapproché le couple, et pendant un moment, les années à la Maison-Blanche ont semblé être la justification du mariage. Le glamour restauré, le pouvoir atteint, le regard sur chaque première page. Cela ressemblait à une réparation. C'était en fait le moment où le besoin de contrôle de Nancy est allé sous terre et a métastasé. Car quelques semaines après la fusillade, Nancy a discrètement engagé une astrologue de San Francisco nommée Joan Quigley, une mondaine qu'elle avait rencontrée pour la première fois à travers le Merv Griffin Show des années plus tôt. La question de Nancy était brute et humaine. Quigley aurait-elle pu prévoir le 30 mars? Quigley a dit oui. Et à partir de ce moment, pendant les 7 années suivantes, la première dame la consultait par téléphone, parfois presque quotidiennement, et utilisait ses cartes pour façonner l'emploi du temps du président des États-Unis.
Ce n'est pas une spéculation de tabloïd. Les heures de décollage et d'atterrissage d'Air Force One, le calendrier des conférences de presse et des débats, la planification de la chirurgie du cancer de Reagan en 1985, le moment de l'annonce qu'il briguerait un second mandat, les jours favorables pour les sommets. Nancy a caché l'arrangement même à l'intérieur de la Maison-Blanche, acheminant les paiements de Kigley par un tiers pour que le nom de l'astrologue n'apparaisse nulle part. Donald Reagan, le chef de cabinet qui devait construire le calendrier réel autour d'un tableau codé par couleur de bons et mauvais jours, a écrit plus tard que pratiquement chaque mouvement majeur des Reagan était approuvé à l'avance par une femme à San Francisco et qu'à certains moments, l'homme le plus puissant du monde était, selon ses mots, un prisonnier virtuel de l'arrangement. Kigley elle-même a ensuite revendiqué encore plus, insistant sur le fait qu'elle avait façonné la politique elle-même. Les historiens traitent généralement ces revendications plus grandioses comme de l'autopromotion, et ces papiers, maintenant archivés à l'institution Hoover, sont lus avec ce scepticisme. Mais le système de base, la première dame filtrant secrètement l'emploi du temps présidentiel à travers l'astrologie pendant la majeure partie d'une décennie, a été confirmé par la Maison-Blanche elle-même. Gardez cela à côté de l'image officielle pendant une seconde. C'est l'ère du « just say no » de la première dame comme l'épouse discrète et adoratrice qui se serait confinée en public aux motifs de porcelaine et aux discours de prévention de la drogue. Les initiés de Washington la méprisaient comme une personne légère. Ils avaient tendu tout faux. Pendant qu'ils condescendaient, Nancy Reagan agissait comme une chef du personnel non élu et, à certains moments, une planificatrice de l'ombre de la présidence. Et lorsque le scandale Iran-Contra a éclaté à la fin de 1986 et menaçait de détruire son mari, elle n'est pas restée là à le soutenir. Elle était partie en guerre. Elle a décidé que Donald Reagan gérait mal la crise et la traitait avec mépris. Il avait l'habitude de lui raccrocher au nez, et elle a méthodiquement orchestré son éviction, travaillant au téléphone, recrutant des alliés, pressant son mari pendant des mois. En février 1987, Reagan était dehors, apprenant son remplacement par un reportage. Puis elle a beau le pousser contre les instincts de l'équipe politique pour que son mari fasse la seule chose que les présidents fiers détestent, s'excuser auprès du pays. Reagan a prononcé ce discours, reconnaissant que ce qui avait commencé comme un échange d'armes contre des otages était devenu exactement cela, quelle que soit l'année et ses intentions, le 4 mars 1997, leur 35e anniversaire de mariage. Le mariage et la présidence s'étaient tellement fusionnés que même la gestion de crise se déroulait selon leur calendrier privé. Au cours de ces mêmes années, les archives montrent qu'elle le poussait vers des sommets avec Mikhaïl Gorbatchev, tandis que les durs de son administration résistaient. Plusieurs biographes concluent que le dégel qui a contribué à mettre fin à la guerre froide portait les empreintes de Nancy sur son calendrier et son élan. La femme sur la photo ne regardait pas, elle surveillait. Don Reagan a pris sa revanche, et ce faisant, il a accidentellement prouvé comment toute la machine fonctionnait. En mai 1988, ses mémoires, For the Record, ont fait exploser le secret de l'astrologie. Il l'a qualifié de secret domestique le mieux gardé de la Maison-Blanche de Reagan, et la presse s'est déchaînée. En quelques jours, les journalistes ont identifié Kigley par son nom. Le 3 mai, la Maison-Blanche a été forcée de confirmer que l'astrologie avait bien été utilisée pour la planification du président, tout en insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais touché à la politique. Nancy a été humiliée à l'échelle mondiale, réduite du jour au lendemain à une blague. Et remarquez ce que l'épisode a réellement révélé. La seule personne qui ait jamais réussi à percer l'image de Reagan était un homme que Nancy elle-même avait purgé. La forteresse avait exactement une fissure et elle l'avait faite. Sa réponse était caractéristique. Elle ne s'est pas cachée. Elle a publié. Me Turn est sorti en 1989, le titre lui-même une déclaration, et elle y a présenté l'astrologie comme une béquille émotionnelle après la fusillade, a admis le mur autour de son mari, a réglé des comptes
et a réaffirmé le contrôle du récit de sa propre voix. Puis l'histoire lui a remis l'instrument final terrible de ce contrôle. En novembre 1994, Ronald Reagan a dit au pays dans une lettre manuscrite qu'il avait la maladie d'Alzheimer et qu'il commençait, comme il l'a dit, le voyage qui le conduirait au crépuscule de sa vie. Pendant les 10 années suivantes, Nancy est devenue la seule gardienne de l'un des hommes les plus célèbres vivants. Elle décidait qui le voyait et qui ne le voyait pas. Elle a appelé la veillée « The Long Goodbye » et l'expression est entrée dans le langage. Les enfants éloignés sont rentrés à la maison, en grande partie selon ces conditions. Patty s'est réconciliée et a ensuite écrit tendrement sur son père, et même Michael a décrit un Reagan diminué, attendant avec les bras ouverts des câlins que la famille n'avait jamais échangés dans son enfance. En 2000, Nancy a publié une sélection des lettres d'amour de son mari sous le titre « I love you, Ronnie » et réfléchissez à ce que ce livre est réellement. La preuve la plus intime survivante du mariage, organisée par l'un de ses deux participants, publiée alors que l'autre ne se souvenait plus de l'avoir écrite. Elle a choisi quelle lettre l'Amérique lisait. Elle éditait le dossier depuis qu'elle avait effacé le nom de son propre père à 14 ans. C'était simplement le chef-d'œuvre. Elle l'a construit l'au-delà avec la même discipline. Les funérailles des d'État de Reagan, en juin 2004, le cheval sans cavalier, l'enterrement au coucher du soleil, à la bibliothèque de Simi Valley, avaient été planifiés par Nancy pendant des années, jusque dans les moindres détails. La bibliothèque Reagan est devenue le temple de l'histoire officielle, et elle en gouvernait l'accès. Elle a de même montré tard dans sa vie que ses convictions lui appartenaient, et elle a publiquement rompu avec le parti de son mari pour défendre la recherche sur les cellules souches parce qu'elle avait vu ce que la maladie faisait, et ne se souciait pas de qui cela offensait politiquement. Lorsqu'elle était décédée en mars 2016, elle a été enterrée à ses côtés sur la colline, sous la légende qu'elle avait passé 60 ans à construire, protéger, et lorsque nécessaire, réparer à la main. Don Reagan était mort, Kigley était mort, Wyman était mort. Nancy avait survécu à tous les témoins avec une version concurrente. Alors regardez à nouveau la photo, le célèbre regard, la femme perdue dans l'adoration de son mari. Tout ce que l'Amérique y voyait était techniquement là. La dévotion était réelle. Les lettres le prouvent. Mais la photo n'a jamais été spontanée. C'était le mur tourné vers le public d'une structure scellée, construite par une fille qui avait été laissée derrière une fois et s'était assurée que cela ne pourrait jamais se reproduire. Une structure qui a exclu 4 enfants, dirigé une présidence par un astrologue secret, exécuté un chef de cabinet, puis écrit sa propre histoire dans Widows Inc. Le pays pensait qu'il regardait une femme regarder un homme. Il regardait une réalisatrice vérifier son plan. Nancy Reagan n'avait pas le mariage que l'Amérique voyait. Elle a construit celui que l'Amérique était autorisée à voir, et elle était la dernière debout lorsque le dossier a été scellé.